les coraux, Paulo et Pihuirateye, comme à l'accoutumée. Nana Yao, Somos de nouveau de sortir. Taratu Arur Arhei, L'oreille est hardie. Restez hardi, Moussaillon, Moussaillon, Moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission Tout ouïe et tout aux cultures des Outre-mer. Qu'il est difficile de parler à la fois de soi et de parler en même temps à tout un chacun. Comment faire pour rendre sa vie, son vécu, son intime suffisamment intelligible, voire universel, pour se faire entendre et faire entendre une voix qui a eu du mal à émerger jusque-là. C'est le propre de l'artiste, et que ce soit à travers un sujet dont il s'empare ou à travers le matériau de son propre parcours, de transmuter pour mieux transmettre. C'est le cas de notre invité du jour, jeune comédien, performeur et auteur de son premier spectacle où il a tout fait, ou presque. Il a écrit, réécrit, mis en forme et mis en scène jusqu'à aboutir à ce qui ne ressemblera qu'à lui, mais avec la volonté de devenir un modèle pour d'autres, ultramarins, noirs et queer comme lui, qui emprunteront cette voie. C'est ce chemin, pas toujours évident pour un jeune antillais de banlieue, dont il vient nous parler dans l'oreille hardie. Au creux de notre oreille cette semaine, Anthony Martine. Au commencement, il y avait un rêve. Au commencement, je crois qu'il y a toujours un rêve. Et ce soir, je vais avoir l'honneur et le plaisir de vous conter l'histoire fabuleuse et merveilleuse d'Anthony Martine, aussi appelé le bouffon du roi. Introduction: le château dans le ciel. Haut, très haut dans le ciel, juché sur la montagne sacrée, se tenait un château. Ici, pas d'histoire de princesse ou de dragon. Son escalier des prophètes, son cloître et ses statues, sa grande porte rouge, sa marche dorée et sa tour, haute dans le ciel. Anthony Martine, bonjour. Bonjour, quoi? La voix qu'on vient d'entendre, c'est la vôtre. C'est donc extrait de ce spectacle que vous allez proposer tout bientôt à Paris. Un spectacle que vous peaufinez déjà depuis un petit moment et qui là, ça y est, va éclore, va être montré au monde. Le spectacle s'intitule « Quand on dort, on n'a pas faim ». Vous le travaillez, j'avais eu la chance de voir les prémices, ça fait déjà au moins un an et quelques mois, si ce n'est pas plus. Et là, ça a beaucoup évolué, beaucoup changé. On va en parler pendant cette oreille hardie. J'aimerais savoir, après tout ce temps de travail d'un premier spectacle qui va, encore une fois, être montré, être vu, on se sent comment à l'approche, des quelques jours qui séparent le moment où nous nous parlons du moment où ça va être livré aux yeux du monde? C'est très émouvant. Le spectacle a eu une première étape effectivement il y a à peu près 1 an et demi, mais ça fait très longtemps que ça mature dans ma tête. C'est vraiment un accouchement, un truc qui arrive enfin à maturité où en fait j'en ai parlé avec beaucoup de gens, je suis passé par plein d'états et en fait je suis enfin arrivé, je crois, à ce que je voulais faire, c'est-à-dire en termes de forme, en termes de fond. Et donc je me dis, oh mon Dieu, si je dois refaire un autre spectacle, ça va me prendre encore 5 ans. Je me dis, je peux pas. Donc en fait c'est très émouvant parce que ça arrive enfin à maturité, que les gens aiment ou que les gens n'aiment pas. En tout cas l'objet il sera abouti et à partir de là du coup il y aura plus d'étapes après. Et là je sais que au Théâtre 13 ce sera l'étape finale, quoi. Vous êtes donc Anthony Martine, comédien, metteur en scène du coup de ce spectacle, créateur aussi, vous l'avez écrit, vraiment auteur de ce spectacle qui raconte votre vie. Vous êtes d'origine antillaise. Je m'arrête là pour les présentations. La tradition de l'oreille hardie, c'est que les invités livrent un autoportrait. Comment vous présenteriez au monde Anthony Martine? Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait avec ma dernière metteuse en scène. On devait faire ça souvent, se présenter. Donc c'est drôle. Donc je dirais que je suis du coup un homme noir, queer, comédien et performeur, qui écrit un peu, qui essaie de jouer un peu. Voilà, je dirais ça. Je suis Balance, ascendant Bélier. Et c'est important. C'est important, très important. Ça en dit long sur moi pour ceux et celles qui se penchent dessus. Et ouais, je dirais ça, quoi.
Je vous avais rencontré, la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était pour le spectacle Plutôt vomir que faillir de Rebecca Chaillon, avec 3 autres jeunes comédiens queer, ou en tout cas liés à des questions de genre et de sexualité. Vous avez montré déjà une partie de ce que vous étiez, puisque Rebecca Chaillon exigeait de vous aussi beaucoup d'introspection et aussi beaucoup de livraison de ce que vous êtes, de ce que vous étiez. L'idée, c'était de montrer une petite partie, en tout cas sur 4 partitions, de cette jeunesse qu'on n'entend pas assez, qui a besoin de se faire entendre. Là, vous continuez, je dirais, un sillon, non pas qui est similaire, mais en tout cas, vous continuez l'introspection, parce que là, on vous découvre encore plus avec toutes vos interrogations, tous vos doutes, une certaine affirmation de vous-même. C'était naturel pour vous de continuer ce travail-là. Est-ce qu'il y a eu une part d'ailleurs d'inspiration du travail que vous avez fait avec Rebecca Chaillon qui a permis de faire naître ce spectacle que l'on découvrira bientôt? Je pense que, en fait, justement, moi j'étais dans une école, l'ESCA, donc qui est une école, la seule école en France en alternance. Donc on est en même temps à l'école et en même temps on travaille. Et à la fin des 3 ans, on nous propose de faire une carte blanche, donc on peut faire ce qu'on veut. Et moi je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc je voulais adapter un texte, donc j'ai essayé, voilà. En fait je me suis dit, mais non, en fait, je pense qu'il faudrait que tu parles de la prépa, de ce que tu as vécu, parce que c'est quelque chose que j'ai, en fait, très vite, dès que j'en suis sorti, j'ai totalement refoulé. Je me suis plongé dans le théâtre. Je me suis dit, maintenant c'est le théâtre, il faut le faire à fond. Et quand, du coup, je suis rentré dans cette école, d'un coup, il y a quand même un truc qui s'est apaisé. Je me suis dit, je suis rentré dans l'école. Bon, j'ai 3 ans, j'ai du temps, je peux me calmer un peu, j'ai de l'argent qui tombe. D'un coup aussi une course qui commence enfin à se calmer. Et je me suis dit, je pense qu'il est temps, et avec toute l'humilité du monde, je me disais, je pense qu'il faut que je laisse une trace aussi, parce que il y a pas 1000 personnes noires et queer qui sont passées de classe moyenne, on va dire, basse, mes parents, on va dire de classe moyenne basse, qui sont passés par un cadre, il n'y en a pas 1000. Et moi, j'aurais beaucoup aimé avoir quelqu'un un vécu similaire au mien, pour pas que je me retrouve, comme ce dont parle le spectacle, totalement en perdition, quoi. Quand vous dites classe moyenne basse, vous êtes un enfant de la banlieue, comme on pourrait le dire, qui tout d'un coup se retrouve propulsé dans la soi-disant élite française à Henri IV à Paris, lycée prestigieux pour les études de lettres. Et ce modèle-là, en plus, vous êtes antillais, donc noir, vous êtes queer, et pour le coup, vous l'aviez pas à l'époque, et aujourd'hui, vous pensez que ça peut être utile, d'être ce modèle-là? Oui, et puis je pense que ce qui moi vraiment mon fil et mon obsession avec le spectacle, c'était aussi l'importance pour moi aussi de comment j'allais livrer ce récit. C'est-à-dire que moi justement j'ai grandi avec beaucoup de récits qui a abordé toute forme de noirité, enfin le fait d'être de noir, d'expérience de vie noire. C'était tout le temps soit des récits sur l'esclavage, soit des trucs hyper traumatisants, ou des choses très la banlieue, les voyous. Et en fait déjà je m'y reconnaissais pas, et surtout c'était pas du tout la réalité que j'avais, parce que moi où j'ai grandi avec ma famille, en fait il y avait plein de personnes très différentes, et en fait je me disais, mais où sommes-nous qui vivons et en fait d'un coup je grandis et je me rends compte que la plupart de ces films sont réalisés par des personnes blanches qui fantasment beaucoup tout ça, et donc il y avait aussi pour moi une importance de créer un mythe avec mes mots, de nous mettre aussi dans la place du conte. C'est-à-dire que moi c'est très tard aussi, et je me suis rappelé que ma mère elle avait des contes entiers, mais que en fait qu'on l'avait, moi que j'adorais, mais en fait c'était pas du tout de la culture légitime, personne ne connaissait ces contes, donc évidemment c'était pas des choses à citer. Donc pour moi c'était aussi très important de me mettre en scène dans un conte et de prétendre à une forme d'universalité qui nous est souvent refusée en tant que personne noire, parce qu'on dit tout le temps, mais personne ne va comprendre, on ne peut pas s'identifier à une personne noire. Alors que nous, on le fait tout le temps. On s'identifie qu'à des personnes blanches. Et le spectacle parle beaucoup de ça aussi. D'identification à outrance quand, en fait, personne ne ressent, mais de tout ce que ça crée aussi comme folie. Enfin, il y a une forme de folie, en fait, d'un coup de croire qu'on est ces personnes blanches, croire qu'on a les mêmes vécus. Et donc, en fait, on refoule totalement, moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup traversé. Donc c'est aussi ce besoin-là par les décors, par votre personnage, par les costumes, de recréer votre propre conte, mais en utilisant aussi, alors pardon, parce que vous êtes noir et vous faites en plus d'être noir, vous faites du blackface et vous utilisez vraiment à outrance. Vos lèvres sont repeintes en rouge, votre visage est repeint en noir. J'ai l'impression qu'en plus il y avait comme une espèce de pied de nez à toute cette imagerie du nègre des années 30, les blancs comédiens de l'époque qui singeaient les noirs en se repeignant la figure et en se marquant les lèvres à outrance. Tout ça, vous le réutilisez pour aboutir à votre propre conte. Pourquoi utiliser cette image et pourquoi l'avoir renversée surtout?
Ce qui est hyper intéressant, enfin moi ce que j'adore dans les spectacles et ce que je voulais vraiment faire avec mon spectacle, c'est aussi du coup jouer notamment sur cette question de queer, donc une notion qui est très difficile à définir, mais en tout cas le queer aussi c'est un endroit où on ne sait pas si on aime ou si ça nous fait peur. Et du coup aussi pour moi ce blackface, il est très terrifiant, mais je trouve qu'il y a un côté aussi un peu hypnotisant, enfin il y a un peu de paillettes sur les pommettes. En fait c'est en même temps un blackface qui est augmenté, qui est pas non plus un blackface littéral entre guillemets. Et avec les costumes que ma sœur a fait, qui sont très aussi inspirés pour le coup là beaucoup de moi aussi de l'univers d'où je viens, donc un univers plus queer, donc donc la ballroom, donc ce qui est en gros des compétitions qui ont été créées dans les années 80, notamment à New York, où justement la plupart des personnes noires n'étaient jamais représentées, noires et latinos n'étaient jamais représentées dans les concours de beauté. Du coup, elles ont créé eux-mêmes leur concours de beauté, et donc ça s'appelle des ballrooms, où il y a une nuit où il y a plein de catégories différentes, et notamment il y a une catégorie qui est très importante pour le spectacle, qui s'appelle la catégorie realness, qui veut dire en gros passer pour. C'est comment tu vas être le plus crédible à passer pour. Donc les personnes noires devaient se déguiser en homme de la défense, par exemple. Tu vas devoir t'habiller en homme de la défense, être le plus crédible. Donc c'est notamment beaucoup de figures blanches, donc c'est se moquer. Et donc là, pour moi, du coup, je reprends effectivement un blackface sur moi, que c'est déjà noir. Donc effectivement, c'est se reprendre le truc et de donner aussi à voir aux gens qu'est-ce que ça fait. Donc il y a aussi un truc juste de miroir un peu, comme si je mettais miroir devant eux et je leur disais, voilà, qu'est-ce que ça fait et à quoi aussi j'ai souvent l'impression de ressembler, d'être en gros encore le noir dans la salle, quoi. Faut-il avoir les codes, faut-il avoir les clés pour comprendre l'univers dans lequel vous nous baignez dès le début du spectacle, ou en tout cas après une introduction un peu féerique, on rentre tout de suite dans cet univers queer. C'est quoi pour vous, en tout cas votre définition? Alors, plusieurs choses. Du coup, déjà, effectivement, je pense que mon obsession aussi avec le spectacle, c'était effectivement que ce ne soit pas que un spectacle pour, entre guillemets, en non-mixité, que ce soit que pour des personnes queer ou que des personnes noires. Je veux que ce soit une célébration pour ces personnes-là, bien sûr, parce que de toute façon, elles en comprendront les codes parce qu'elles les connaissent. Donc ça, c'est une chose. Mais effectivement, pour moi, ce que je réfléchis, c'est vraiment un conte initiatique. Donc en fait, moi, au début, je ne connaissais rien à tout ça. Et pour moi, justement, il y a un personnage dans la pièce qui s'appelle Paris Ardent, qui est une version en gros drague déformée de Fanny Ardant, et qui justement est vraiment cette personne qui va un peu suivre, qui va un peu rentrer dans ces nuits, dans tout ce monde que je ne connaissais pas, et qui va être un peu le miroir du spectateur. Donc pour moi déjà ce personnage-là fait vraiment le lien avec le public qui ne connaît pas. Mais après, évidemment, il y a toute une esthétique, tout un ensemble de codes, qui sont présents et que les gens qui connaissent vont évidemment se rallier. Mais je pense pas que ça empêchera une appréciation du spectacle. Je ne pense pas. En tout cas, on y a beaucoup réfléchi. Et pour la définition, ce qui est vraiment intéressant, le queer, justement, c'est vraiment passionnant parce que moi, récemment, je me suis pas mal penché sur ça en me disant, bon, quelle est la définition? Et personne n'arrive à donner une définition. Ce qui est trop bien. Mais moi, je pense que je reprendrai une définition, que Manifesto 21, qui est un journal, mais qui est pas papier, ils ont sorti, c'est plutôt sur Internet. Ils ont justement fait un point un peu sur qu'est-ce que c'est être queer. Et je trouve que ils disent quelque chose, ils disent que, en gros, le queer, déjà, c'est ce qui déchire la réalité. Je trouve ça bien parce que du coup le queer, il y a effectivement la question de la sexualité et tout, mais surtout queer aussi, c'est aussi du coup tous les corps qui ne sont pas dans la norme, donc des corps du coup gros, des corps qui sont non valides, donc toute forme d'autisme, tout ça est queer. Déjà en termes même d'étymologie première du mot, queer c'est ce qui n'est pas dans la norme. Donc en fait il y a vraiment un spectre, il y a la volonté d'embrasser aussi vraiment un spectre plus grand parce que justement pour beaucoup de personnes, et la pièce parle justement de ça aussi, où moi j'ai commencé par des soirées gays, c'est-à-dire que j'ai commencé par des trucs très gays ou très genrés, où les hommes sont comme ça quand même, les femmes sont comme ça quand même, et du coup aussi la pièce évolue justement vers quelque chose où il y a un épanouissement, et ma sœur me rejoint aussi dans ça. On va parler avec votre sœur dans un instant. Je voudrais juste, alors il y a le passage justement de l'initiation. Alors j'ai eu des sentiments contrastés parce qu'à la fois vous nous faites rire de plein de situations que vous vivez à cette époque-là. Vous êtes très jeune, encore une fois, faut pas oublier. Donc vous sortez de votre banlieue, vous allez faire vos études à Henri IV, il y a une espèce de basculement dans le monde. En même temps, c'est aussi peut-être le fait d'assumer votre sexualité et donc du coup, vous découvrez comment cette sexualité, en tout cas, peut être vécue, en tout cas à Paris. J'ai pas su s'il fallait rire de ce que vous essayez peut-être de nous faire passer comme des moments pour lesquels on pourrait en sourire ou rire aujourd'hui, parce que j'ai surtout vu l'enfant perdu et du coup vous nous balancez entre sourire, rire et puis une forme de larme, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est de se dire mais il a dû être perdu au point de effectivement vivre peut-être des choses qu'il n'avait pas envie de vivre comme ça, en tout cas à ce moment-là. Comment vous l'avez écrit et aujourd'hui que vous le jouez, comment est-ce que vous le vivez sur scène?
Alors moi déjà effectivement c'est le premier spectacle que j'écris, donc je peux pas dire quand j'écris des spectacles. C'est le premier spectacle que j'écris, donc c'est le premier. Vous l'avez écrit et réécrit. Oui, voilà. Mais en tout cas, ce que je me dis toujours, j'essaie de faire ce que j'aime voir aussi. C'est-à-dire que du coup, moi, par exemple, quand j'ai vu du coup les premiers spectacles, notamment de Rebecca Chaillon, notamment, ce que j'ai adoré, c'est que moi, le premier spectacle que j'ai vu, c'était un spectacle qui s'appelait Là où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Et en fait, au début, j'étais en mode, je déteste. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je déteste. Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien du tout. C'est trop bizarre, c'est dégoûtant. Et à la fin, j'étais debout à applaudir et et je me suis dit, mais comment c'est possible dans un même spectacle de vivre des émotions aussi contraires? Et en fait, du coup, ça m'a passionné parce que je me suis dit, pour moi, je veux ça. Je veux justement, mais comme la vie. En fait, je trouve que c'est à l'image de la vie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est jamais le drame et d'un coup, la joie. En fait, tout est tout le temps mêlé. Et donc, moi, je me disais, j'ai vraiment envie que le spectacle aussi entre on sait pas s'il faut en rire ou en pleurer. Et en fait, parce que moi, mon expérience de ça, c'est ça. Ça a été aussi un truc très nébuleux où d'un coup, j'ai vécu ces 2 années qui étaient très intenses, très difficiles. En même temps, j'ai rencontré des amis très chers. En même temps, j'ai beaucoup appris. En même temps, j'ai pu expérimenter 1000 choses. Donc en fait, ce n'est pas que du négatif. C'est une solitude. Mais parce que souvent, je me dis toujours, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup? Et c'est une question que je pose notamment un peu plus tard dans la fin du spectacle. Est-ce que ça valait le coup? Et en fait, je me dis, de toute façon, c'est comme ça. Et que maintenant, il faut avancer et que on parle beaucoup de réparation. C'est un mot je trouve qu'en ce moment, par rapport à ce qui se passe à Gaza, en fait, il y aura jamais de réparation. Il y aura jamais de réparation comme il y aura jamais de réparation de l'esclavage. Il n'y en aura jamais parce qu'en fait, il y a encore des séquelles aujourd'hui. On fait avec. Et du coup, on essaye d'en rire des fois on n'arrive pas à en rire. Et je pense qu'aujourd'hui, on va dire que j'ai la chance aujourd'hui d'être dans une situation un peu stable, mais demain c'est fini. Et donc en fait, il y a aussi un truc où je pense que j'aime vraiment cette idée aussi on sait pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais comme la vie, quoi. Pour le coup, c'est important de mêler aussi des contextes et des personnes qui vous entourent. C'est pour vous rassurer, c'est une forme d'ancrage. Quelle est l'envie et le rôle d'avoir voulu comme ça mêler de près et de loin dans le récit et dans la mise en scène votre famille? J'avais aussi vraiment envie que ma sœur soit là parce que aussi il y a toute une dramaturgie un peu latente en dessous, enfin en parallèle de tout ce que je raconte, qui est elle aussi du coup qui est présente au plateau et qui tisse du coup une tresse blonde qui va la tisser pendant tout le spectacle. Et donc déjà il y a un truc très concret où ça fait penser à Réponse, les contes, ok. Il y a aussi effectivement l'idée que c'est elle qui a fait les costumes, donc aussi elle tisse un peu une tresse qui est faite en tissu doré et jaune. Et ensuite en fait ce qui va se passer c'est que le spectacle commence sur une image où on est tous les deux en gros d'air important en ombre chinoise, donc on se regarde comme une promesse et ma sœur part et donc c'est comme si elle me disait voilà, l'histoire commence. Et donc au début, c'est aussi l'image de notre relation. On a commencé, on n'était pas du tout proches. C'est-à-dire que dans notre enfance, on n'était pas proches du tout, on se parlait pas du tout. Et en fait, c'est aussi se rendre compte aujourd'hui qu'on a vécu des choses très similaires, très 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 similaires. Donc le spectacle aussi est construit comme ça. C'est-à-dire que ma sœur va arriver plus tard dans le spectacle, mais comme notre relation qui a aussi évolué et à la fin, du coup, ma sœur elle va avoir un grand moment déjà, un grand moment du spectacle, et elle va aussi animer un podcast à la fin. C'est pour ça que c'est drôle. Voilà. Est-ce qu'elle acceptera de nous dire 2 mots? Donc vous allez nous la présenter. Oui. Donc ma sœur, elle s'appelle Mérendis, et donc elle a fait les costumes. Anthony évoque dans tout le spectacle, son antiénité, c'est le fait d'être effectivement une personne noire. Les contes liés quand même aux contes antillais racontés par votre mère. Pour le coup, est-ce qu'il y a eu une inspiration aussi de ce côté-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu teinter un peu votre créativité pour la fabrication de ces costumes? En fait, ce qui est intéressant avec la création de costumes, c'est que c'est quand même scindé en deux. Il a vraiment toute la création d'Anthony qui est très tournée vers quelque chose un peu plus noble. En fait, il a des éléments de tenue de chevalier, par exemple. Sa tenue, c'est une tenue, je sais pas si on peut le dire, on va pas trop spoiler, mais en gros, c'est inspiré quand même d'une tenue d'Arlequin. Donc, il y a vraiment tout ça de ce côté-là. Et de mon côté, je représente plus la forêt, aussi tout l'imaginaire qu'on a pu avoir aussi en grandissant, de la forêt qui peut être terrifiante, mais en même temps, on a envie d'y aller. Je sais qu'il y a plein de mythes, je sais plus c'est quel arbre, mais en tout cas, il y a un arbre en Martinique où il faut pas aller le soir, ce genre de choses. Et oui, je voulais que ce soit à cette image-là de la forêt, ce que ça représente pour moi la forêt en Martinique, parce que nos parents viennent du Morne Rouge, donc il y a énormément de forêts, de bois, et de se dire mais qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt? En même temps c'est trop beau mais un peu terrifiant. Je pense que c'est très important. Très important aussi, je voulais reprendre le conte de la Diablesse. C'est un conte vraiment avec lequel on a grandi, et donc du coup on va reprendre ces éléments-là de conte. Anthony Martin, nous allons marquer une première pause musicale avec un titre que vous avez sélectionné pour nous, comme tous nos autres invités. Donc du coup, quel premier titre avez-vous sélectionné pour nous? Et puis vous allez juste en une ligne nous expliciter pourquoi.
Alors, moi, vraiment, la musique, c'est ma vie. Donc, vraiment, j'étais en train de dire, je pense que ce serait une chanson d'une chanteuse noire états-unienne qui s'appelle Kelela, qui s'appelle Waiting. Et qui est une chanson, Kelela, c'est drôle parce que, donc, Waiting, c'est-à-dire attendre, en attendant, quoi. C'est une chanson que j'ai écoutée, en fait, en prépa. J'ai commencé à écouter en prépa. Je connaissais pas forcément, je comprenais pas tout ce qu'elle disait. Et c'est une chanson que je trouve magnifique et qui parle vraiment, en gros, de, Kelela, vraiment, son endroit de lutte. C'est que c'est une personne qui est pas forcément militant à un endroit où on l'entend en mode, c'est une personne qui marche beaucoup, qui va marcher, mais qui, dans ses paroles, dans ses chansons, qui n'est pas dans un revendication, mais ce qu'elle entend faire, son vrai militantisme, c'est replacer, justement, les sensations, la psyché en gros d'une femme noire, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent. Et du coup, Waiting, c'est vraiment une chanson sur en gros son adolescence et les premiers émois, les premiers amours où elle genre grimpait dans la chambre de son copain pour le retrouver la nuit. Et en fait, d'un coup, c'est une chanson musicalement que j'adore, qui me rend hyper nostalgique, mais aussi qui est vraiment une chanson magnifique sur en fait d'un coup une adolescence noire et genre les premiers émois d'une femme noire. Et j'avoue que c'est une chanson que j'adore, quoi. Waiting, Kelela. Let me catch my breath. Realizing you see me and it's not the same. It's all a dreamed of. We can get started. Just a little bit late. It's early morning now that we talk it up. It's hard to figure out. We're getting looks, but they can say what they wanna say. If they ask me, I'll tell them right away. De retour auprès d'Anthony Martin qui est à quelques jours de son spectacle intitulé « Quand on dort, on n'a pas faim » à Paris, en espérant que ça aille dans d'autres territoires de l'Hexagone. Et qu'en est-il des Outre-mer, en l'occurrence? Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé, vous, à cette question-là, de se dire, il faut, ou pas d'ailleurs, que ça soit vu là-bas, en particulier, alors je vais dire en Martinique, mais ça pourra être aussi à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane. Vous y pensez, et j'imagine que ça serait quelque chose de jouer là-bas. Est-ce que d'abord c'est envisageable pour vous? Alors moi, ce serait mon rêve, effectivement, que ça joue en Martinique, parce que je sais que la Martinique aussi bouge, qu'il y a une scène queer en Martinique qui existe, qui commence à monter, et je me dis, mon Dieu, ce serait incroyable. Et surtout que je trouve qu'il y a une grande hypocrisie, parce que moi, quand je parlais avec ma mère, où je disais, mais le carnaval, mais c'est quand même dingue, quand même. D'un coup, t'as tous les hommes, plein d'hommes qui sont en talons, t'as l'impression qu'ils portent des talons tous les jours. Je dis, c'est pas parce qu'on porte pas des talons une fois, et on s'est marché comme ça avec. Donc j'aimerais bien voir ce qui se passe. Et puis nous, même dans notre famille, il y a plein de personnes bi, gays, lesbiennes, trans, et du coup en fait il y a une grande hypocrisie. Et en fait on en parlait justement avant, je trouve qu'il y a un truc extrêmement triste aussi d'une histoire oubliée de colonie, en fait de comment aussi les colons ont amené cette sorte de chrétienté soi-disant hyper étriquée, où en fait c'est pas que le cas de la Martinique, c'est pas seulement le cas de la Martinique, mais dans plein de civilisations où il y avait un spectre hyper large de genre, de sexualité, et d'un coup qui a été quadrillé en disant non c'est n'importe quoi, c'est des boires, on va ratisser tout ça. Quelle hypocrisie. On sait très bien qu'il y en a partout, comme partout en fait, et que c'est pas une maladie hexagonale en fait. Mais on a l'impression que c'est quand même encore très underground en Martinique. Vous n'avez pas d'appréhension, d'anticipation par rapport au ton que vous donnez à votre spectacle? Ah si, j'en ai plein des appréhensions. J'en ai plein, mais c'est comme plein de choses. Je me dis, je pense que pour même si quelques personnes dans la salle ça parle, je me dis franchement c'est déjà ça. Enfin je sais pas, moi souvent j'en parle avec ma mère où en fait malgré tout c'est pas évident pour elle plein de choses, justement ces questions de sexualité, de genre, mais je sais que quand même souvent, quand même quelques fois elle arrive à nous dire que ça l'a beaucoup aidé. En fait d'un coup de se dire la vie ça peut être ça aussi. Et en fait c'est pas forcément que ça doit être ma vie, mais que se rendre compte en fait que ça peut être tellement plus large et tellement plus, l'aspiration d'être queer, c'est ça, c'est se dire aussi refuser l'ordre établi. Moi je pense justement j'avais beaucoup rêvé. Ce spectacle parle beaucoup de ça justement. J'ai beaucoup rêvé, beaucoup regardé de mangas, beaucoup regardé de films de Disney. J'ai passé mon temps à rêver. Du coup ça a posé des problèmes. Rêver ou vous évader? Rêver, m'évader. Oui, je m'évadais beaucoup parce que justement c'est vrai que là où j'ai grandi ça me satisfaisait pas. Je me disais tout le temps il y a plus loin, il y a toujours plus loin. Et c'est vrai que quand même il y a eu des choses quand je suis parti qui se sont concrétisées. Donc j'ai pas tout fantasmé. Mais effectivement je me dis l'endroit du spectacle est l'endroit du rêve, et je pense que l'endroit du rêve et du conte est un endroit vraiment révolutionnaire parce qu'il fait appel aux imaginaires. Justement, j'essaie aussi de se dire aux gens, maintenant vous avez assez d'éléments et maintenant faites votre parcours et qu'est-ce que vous en pensez?
C'est l'heure de votre deuxième choix, Anthony Martin. Allez, qu'est-ce que vous nous proposez maintenant dans votre besace musicale? Quel deuxième titre avez-vous choisi de partager avec nous? Y a-t-il un lien avec le spectacle? Y a-t-il un lien avec votre vie? Je pense du coup que je choisirais une chanson de Quack, Serrez-moi, je pense, parce que c'est une chanson qui me rend encore une fois hyper nostalgique et hyper mélancolique. Une chanson de zouk quoi, mais zouk rétro quand même. Et moi j'avoue que c'est une chanson que ma mère n'écoutait pas tant que ça, mais j'ai l'impression de l'avoir beaucoup entendue. Je pense en vacances en Martinique et dans la voiture ou quoi, que je trouve magnifique dans l'écriture, ces deux voix, vraiment cet amour clamé et vraiment aussi ce besoin de tendresse. Et le spectacle aussi parle de ça aussi, c'est cette tendresse qui a été tellement refusée, qui m'a été tellement refusée. J'ai l'impression d'avoir beaucoup cherché ça aussi, l'amour, la tendresse et je trouve que cette chanson c'est vraiment une caresse et mais elle est hyper douce amère. Moi j'aime beaucoup les choses douce amère. L'oreille a du goût. L'oreille a encore plus de goût grâce à Anne Bonneau, distillatrice de saveurs issues de l'enfance et de souvenirs recueillis auprès des femmes et des hommes qu'elle rencontre. Aujourd'hui, c'est Sonia, du côté de Saint-Gilles, à La Réunion, qui évoque les oursins, synonyme pour elle du goût des très très longues vacances au bord du lagon. Écoutez. C'est le bruit de la mer. Voyons, mais c'est pour ça que nous sommes toutes les trois réunies. Les vacances étaient janvier et on prenait le 1er mars ou le 2 mars. On avait de grandes vacances depuis les fêtes de fin d'année jusqu'au 1er mars. Maman, elle louait 2 mois à Saint-Gilles, l'Ermitage. C'était dans une maison où des gens habitaient, mais ils louaient. Et c'était des huttes. En fait, le toit était en chaume, je sais pas comment dire ça, de la paille. Et c'était magnifique. C'était des vacances là où j'ai appris à nager. Où on allait, quand la marée était basse, on allait chercher des oursins. On mangeait sur la plage, les oursins avec du citron. La marée était basse, grand matin. Et donc nous étions marche dans la mer, très basse, et puis nous étions tous oursins. On avait 2, 3 chenilles, on connaît ça, Holoturus, comme il dit scientifiquement. Mais il y avait 2, 3 aussi cordomores, comme tu dit. Et laver les oursins, mais ils étaient super bons. Super bons. Bon, d'ailleurs, tu fais très bien tout ce que tu fais. Je sais même pas, comme il envoie 2, 3 oursins, mais il me connaît pas si peu manger. L'oreille est hardie. Patrice et Lydie Kozak. Merci Anthony Martin d'avoir partagé ce moment avec nous pour ce spectacle. Donc quand on dort, on n'a pas faim. On va tout donner
Et voilà, venez. Voilà. J'allais vous demander un petit slogan histoire d'attirer encore plus le chaland, mais c'est pas mal. Venez. Merci beaucoup de nous avoir permis d'entendre vos mots, vos pensées, vos souvenirs, vos militances aussi, et de les avoir mis au creux de notre oreille cette semaine. Rendez-vous sur lapremière.fr pour vous qui êtes de l'autre côté de l'enceinte pour pouvoir réécouter cette émission. Alors je vais dire à la réécoute. Et rendez-vous également virtuellement sur toutes les bonnes plateformes de podcast pour vous abonner à l'Oreiller Hardy. N'hésitez pas. Les temps sont, on va dire compliqués. En tout cas, n'hésitez pas à mettre de la culture dans vos vies. Ça vous permettra peut-être d'apaiser un peu les choses et singulièrement la culture des Outre-mer. Souk FM Moussaillon, restez hardy. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.